On parle plus de téléphone en silence. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à un sujet qui fait largement débat en Suisse, l'initiative de 10 millions d'habitants. Cette initiative soulève des questions importantes liées à l'immigration, au logement, aux infrastructures, à l'environnement ainsi qu'à l'avenir démographique du pays. Pour en parler ce soir, nous recevons Madame Johanna Ngapani, conseillère des États, qui ne soutient pas cette initiative. Elle va nous expliquer pourquoi elle s'engage contre cette initiative communément appelée de durabilité. Madame Johanna Ngapani, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Merci d'avoir répondu positivement pour que nous puissions, et surtout de nous avoir accueillis ici au Palais fédéral pour que nous puissions tourner cette émission ensemble avec vous. Madame Johanna Ngapani, mais pourquoi vous ne soutenez pas l'initiative de 10 millions d'habitants? Vous vous opposez farouchement contre cette initiative. On mérite quand même savoir, tous les téléspectateurs qui te suivent à ce moment, le pourquoi et les comment, votre engagement contre cette initiative. Très volontiers. En fait, on a une initiative qui s'attaque à ce qui a fait le succès de la Suisse depuis que la Suisse est une toute petite alliance entre 3 cantons. Si on veut, nous, on ne s'est jamais laissé envahir, on n'a jamais adhéré à l'Union européenne par exemple, mais on a toujours créé des alliances. Pour être plus fort, pour renforcer notre sécurité, pour gérer l'asile par exemple, aussi pour avoir recours à une main-d'œuvre professionnelle où on avait parfois des pénuries de main-d'œuvre. Et en fait, cette initiative, elle remet en question ces alliances-là et elle risque de nous faire très clairement, d'une part, nous priver de la main-d'œuvre dont on a besoin, et puis d'autre part, faire exploser les demandes d'asile puisqu'on ne pourra plus avoir ces accords de Schengen-Dublin. Donc pour nous, c'est vraiment un autogol et en fait, on ne va même pas réduire le nombre de personnes qui seront en Suisse, mais en tout cas, on n'aura plus ceux qui viennent nous permettre de faire aussi fonctionner le pays. Mais quand vous dites que vous avez cette initiative mettra en péril, comment dirais-je, la main-d'œuvre qui vient travailler ici en Suisse, c'est pas parce qu'il y a d'autres qui disent qu'étant donné que vous êtes du centre libéral, c'est vous qui avez plus, je peux dire, des entreprises, vous aimeriez que cette main-d'œuvre soit présente. Pourquoi? Pour que vous puissiez commencer à puiser là-dessus. Vous ne voulez pas qu'il y ait manque de main-d'œuvre, sinon le prix, comment dirais-je, le prix va augmenter, les salaires vont augmenter. C'est pourquoi vous vous opposez. Je suis de droite et je vais le rester. Mais non, d'une part, je tiens à mon pays. Je tiens à mon pays, j'aime mon pays et j'ai envie qu'il fonctionne. Et aujourd'hui, en fait, on a un défi qui explique à quelque part cette augmentation de main-d'œuvre étrangère, c'est qu'on a un vieillissement de la population qui est très important, qui n'est pas seulement suisse, qui est aussi européen et qui est aussi mondial pour la plupart des continents. Nous, dans les 10 prochaines années, on va avoir 25% de la population de plus à la retraite, face à 2% de plus d'actifs. Donc vous voyez le gap qu'on a entre les deux. Et alors on pourrait dire, oui mais bon, il y a l'intelligence artificielle et du coup on va tous nous remplacer par des robots. Mais en fait, je ne suis pas certaine que la population... Pas votre boulot comme parlementaire. Les robots ne remplaceraient jamais les parlementaires, ça c'est sûr. Ils vont remplacer le journalisme, ils vont remplacer d'autres métiers, mais pas... mais c'est une excellente remarque que vous faites là, parce qu'effectivement, il y a des postes qui pourront être remplacés ou bien soutenus par des robots, mais il y en a pour lesquels on n'a pas du tout envie de voir un robot. Je vous donne un exemple. Je vous disais, il y a 25% de la population en plus qui sera à la retraite. On n'a pas certainement envie d'arriver dans un EMS, dans une institution pour personnes âgées et d'être soigné par des robots. En fait, tout ça, ça doit être humanisé. Et c'est typiquement le genre d'emploi qui aujourd'hui est assumé par une main-d'œuvre étrangère. Donc encore une fois, je dis pas qu'on a besoin que de la main-d'œuvre étrangère. La main-d'œuvre suisse fait un formidable travail. On investit beaucoup sur la formation, on investit beaucoup sur le progrès. Mais malgré tout ce qu'on fait, on n'arrivera pas à remplacer toute la main-d'œuvre qui part à la retraite dans les 10 prochaines années. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous vous opposez farouchement contre cette initiative. Vous demandez à ce que la population puisse voter contre cette initiative. Mais nous aimerions aussi comprendre l'élément déclencheur de votre engagement sur cette question. Ce qui vous a vraiment beaucoup piqué. Vous dites, ça vraiment c'est hyper intéressant que je puisse vraiment m'engager contre cette initiative. C'est quoi l'élément déclencheur? Bon. Je suis libérale radicale. Les radicaux, c'est un peu les architectes du système suisse. C'est les premiers qui ont voulu créer des alliances pour ne pas se laisser envahir.
pas adhérer ou pas se faire manger par des pays plus grands, mais définitivement pour être indépendant, pour être un pays fort, indépendant, qui a aussi une influence au niveau international quand même. On connaît la Suisse et c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on est isolé qu'on connaît la Suisse. C'est parce qu'on a su créer des alliances. Et en fait, cette initiative, elle remet clairement en question ça. Et ensuite, on parlait de l'emploi. En fait, moi, je tiens à l'emploi en Suisse. De tout temps, depuis le début de mon engagement, je défends la classe moyenne. Et s'il y a une seule manière de préserver la classe moyenne, c'est d'avoir un emploi. C'est d'avoir un emploi, d'avoir un revenu, d'être indépendant de l'État. Et pour ça, on a besoin d'avoir des places de travail en Suisse. Et j'entends beaucoup de la part des initiants dire « Oui, mais c'est pas grave, en fait, les étrangers vont retourner dans leur pays et puis ces places-là ne seront plus occupées par des étrangers. On essaiera de trouver des gens en Suisse. » Le seul problème, c'est que déjà aujourd'hui, il y a des entreprises qui délocalisent parce qu'elles ne trouvent pas suffisamment de main-d'œuvre chez nous. Et quand on a une entreprise qui a 100 emplois, si on a 40 qui sont occupés par de la main-d'œuvre étrangère et 60 par des Suisses, le jour où les 40 ils disparaissent, les 60 des Suisses, ils disparaissent aussi parce que l'entreprise, elle va délocaliser. Et moi, le maintien des places de travail en Suisse, pour moi, il est déterminant. Et encore une fois, c'est parce que j'aime mon pays, mais je suis sûre que c'est cet équilibre dont on a besoin. Mais vous pensez aujourd'hui que la Suisse est proche d'un seuil critique en matière de la population? Mais bien sûr, c'est un argument qui est très simple pour les initiants, parce qu'en fait, on a une situation qui est très tendue dans certaines régions. Moi, je viens d'une ville et j'ai été à l'exécutif d'une ville où, de 2011 à 2024, l'augmentation de la population a été de 35%. Dans ce même laps de temps, on a eu une augmentation des places de travail qui a été de 35%. Donc en fait, on a vraiment eu une venue de personnes qui venaient pour travailler dans notre région et dans notre ville. Mais bien sûr, ça engendre plein d'autres défis. Il faut ouvrir des écoles, il faut ouvrir des EMS, il faut améliorer les routes, il faut construire des infrastructures. Et aujourd'hui, dans ma ville, on a une gare qu'on n'aurait jamais eue si on était 8000 habitants. Jamais. Aujourd'hui, on est bientôt 30 000 habitants. On a une grande gare, c'est une grande infrastructure qui correspond à cette ville-là. Mais bien sûr qu'il a fallu investir, il a fallu construire. Ça fait la beauté aussi de la ville. Alors, c'est pas un musée. Ouais. C'est pas un musée, c'est une ville qui a évolué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Pour nous, la plus grande part de la population, c'est des Français. Autant vous dire que l'intégration était aussi une question importante, mais on parle d'intégration de personnes qui viennent de l'Europe. Donc ça, c'est la grande majorité de la population. Maintenant, si l'initiative, elle passe, on devra à peu près avoir 13 fois plus de demandes d'asile. Aujourd'hui, on en a à peu près 19 000 en moyenne par année. Ça veut dire que dorénavant, on aura 190 000 demandes d'asile à gérer par année. Autant vous dire qu'on est incapable de faire ça. Déjà à 19 000, quand on atteint le max, c'était autour des 25 000 dans les années où il y a vraiment des crises au niveau international. Déjà là, on commençait à voir que c'était pas correct, déjà vis-à-vis des gens qui viennent, parce que les traitements sont très longs. Et puis on n'arrivait pas à accueillir de la manière dont on voulait accueillir et avec la qualité qu'on voulait mettre. Donc c'est clairement tout l'inverse de ce dont la Suisse a besoin aujourd'hui. Donc vous pensez aujourd'hui que cette initiative va plus favoriser le demandeur d'asile, ou bien vous pensez que cette initiative, parce qu'ils disent, les initiés, ceux qui ont initié cette initiative, ils disent qu'ils vont juste coincer donc la demande d'asile, vont freiner via le demandeur d'asile, via aussi les regroupements familiales. Est-ce que, en tant qu'élu, là je parle d'une manière un peu globale, la Suisse fait partie quand même d'un pays qui est signataire des accords internationaux. Comment ça va se faire? Parce que mettre fin, comment dirais-je, au regroupement familial, c'est aller à l'encontre des accords, peut-être bien vivre avec la famille, être proche de ses parents et tout ça. Donc, tout ça, comment ça va se passer? La Suisse, elle va dire non, c'est fini, nous ne faisons plus faire partie comme des signataires de ces accords. Comment ça va se passer? Ce sont des questions qui tournent aussi en tête des personnes. Bon, c'est stratégique et je crois qu'il faut être honnête là-dessus. Quand ça va pas bien dans un pays, les extrêmes, elles gagnent. Et c'est un peu triste à dire, mais en fait, cette initiative, si l'UDC la gagne, d'une part, ça sera leur victoire,
et l'avenir sera aussi leur victoire parce que ça ira moins bien dans le pays, parce qu'on aura une augmentation des demandeurs d'asile. Pourquoi on aura une augmentation? Parce qu'aujourd'hui, avec les accords qu'on a avec l'Union européenne, quand il y a quelqu'un qui vient demander l'asile en Suisse, s'il a déjà déposé une autre demande dans un autre pays européen, on n'a pas besoin en fait de traiter la demande parce que ça a été déjà traité au niveau de l'Union européenne et donc il est renvoyé dans le pays dans lequel il a fait la demande. Demain, si ce n'est plus le cas, clairement, à partir du moment où quelqu'un fait la demande en Allemagne, en France, en Italie, s'il est refusé, il essayera d'aller faire la demande en Suisse. Donc de toute façon, il va venir chez nous. De toute façon, il va venir faire cette demande. Et du fait qu'on aura une explosion des demandes d'asile, ça prendra énormément plus de temps. Et donc on aura beaucoup de peine déjà à intégrer les personnes qui ont le droit d'asile, qui ont le droit de rester, et puis d'autre part à renvoyer ceux qui n'ont pas le droit de rester ou qui ne répondent pas aux critères. Maintenant, par rapport au regroupement familial, c'est une question qui est importante. Il y a deux types. Il y a le regroupement familial dans le cadre de l'asile, il y a le regroupement familial dans le cadre du travail. On a décidé qu'en fait, on ne voulait plus mettre des travailleurs dans des containers et puis dorénavant, on voulait des conditions nobles quand on vient travailler. Et effectivement, quelqu'un qui vient travailler doit pouvoir venir aussi avec sa famille. Et ça contribue à l'intégration. Parce qu'en fait, mes enfants vont à l'école avec les enfants des personnes qui viennent travailler chez nous. Et c'est des gens qui sont intégrés, qui sont motivés, qui respectent aussi les valeurs du pays. Quand quelqu'un vient travailler juste pour la journée, il retourne le week-end dans son pays, il n'a pas le même respect pour le pays. C'est pas la même chose. Et du coup, mais ce sont ceux-là qui sont nombreux. Oui, ceux qui viennent travailler la journée, ils rentrent chez eux, dormir tranquillement. Ouais, ce sont ceux-là qui sont beaucoup nombreux. Mais beaucoup moins. Alors, dans une région comme la mienne, beaucoup moins. La plupart qui viennent travailler, ils sont intégrés et ils habitent chez nous. Et les enfants sont scolarisés. Et souvent, les conjoints travaillent. Et on a beaucoup réduit l'attractivité en fait, du regroupement familial, à savoir que tout le monde doit s'intégrer et faire les efforts d'intégration. Et ça, c'est des investissements qui sont importants. Mais c'est des investissements qui sont nécessaires et ça fonctionne. Et on voit même souvent que ceux qui viennent travailler et ceux qui viennent d'un autre pays font plus d'efforts, rejoignent la chorale du village, ils vont dans les associations, ils veulent rencontrer les gens, ils veulent s'intégrer et ils veulent faire comme les gens sur place. Alors que des fois, même des Suisses, on a un petit peu plus de mal à s'impliquer pour la société. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quels sont aujourd'hui les principaux problèmes liés à la croissance démographique, selon Mme Germaine Gapane? Bon, on en a deux types. On a la croissance démographique dans le vieillissement de la population. Là, on a des problèmes majeurs. C'est le financement de nos assurances sociales, c'est les places dans les EMS. Il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de place dans les EMS. Et puis évidemment, c'est la surcharge au niveau de certaines infrastructures parce que quand on devient plus âgé, eh bien, on cherche à se rendre plutôt dans les centres-villes et du coup, c'est vrai qu'il y a plus de monde et ça change aussi la donne. Maintenant, on a besoin, nous, dans une étape transitoire, d'un équilibre. Sans doute que dans 30 ans, le défi ne sera plus le même au niveau de l'évolution démographique parce que la génération de baby boomers sera passée. Et donc, on va aller vers une stabilité. Mais nous, dans les 30 prochaines années, on a besoin finalement d'un soutien qui vient de cette main-d'œuvre étrangère pour pouvoir garantir de faire les prestations aussi dont on a besoin. Et d'ailleurs, la plupart le font, mais ont aussi un intérêt à le faire, de par le fait qu'il y a aussi une qualité de vie et un respect du travail qui est aussi intéressante chez nous. Maintenant, les défis au niveau de la croissance démographique, c'est clairement la surcharge au niveau des infrastructures, au niveau des écoles. Il y a une diversité dans les écoles qu'on n'avait pas quand moi j'étais à l'école. Donc, c'est clair qu'il faut intégrer ces éléments et adapter aussi les différentes infrastructures. Moi, je vous donne un exemple. Il y a 4 ans, on a inauguré une nouvelle gare dans ma ville. Je vous l'ai dit, ça n'aurait pas été une gare qu'on aurait inaugurée si on avait été 8000 habitants. Là, on l'a fait, c'est une gare d'une grande ville. On vient de modifier les sorties d'autoroute pour éviter qu'il y ait des bouchons. Et c'est tout des choses, on a aussi construit une route de contournement. C'est toutes des infrastructures qu'on construit pour garantir que la qualité de vie, elle perdure et qu'en même temps, on a cette croissance économique qui nous permet de maintenir la qualité de vie pour les gens et puis qui nous permet aussi de garantir des rentes, notamment pour les personnes âgées. Mais comment vous répondez à ceux qui accusent cette initiative d'être anti-étranger? Parce que cette initiative, elle vise directement l'immigration. Bon, en fait, c'est pire que ça, elle vise les travailleurs étrangers. Et moi, c'est mon grand problème. C'est qu'en fait, on va dire, mais vous ne pouvez plus venir, parce que l'initiative, elle précise que c'est le nombre de résidents en Suisse. Donc, vous ne pouvez plus venir en Suisse pour travailler et y résider. Par contre, rien ne dit
vous ne pouvez pas venir y travailler la journée. Et en fait, tous ceux qui critiquent aujourd'hui, qui habitent dans les zones frontalières, je les comprends parce qu'ils ont une forte pression, une forte concurrence aussi de la main-d'œuvre étrangère, mais ceux-ci vont être encore plus pénalisés parce qu'en fait, il y aura d'autant plus de frontaliers, puisqu'on a un défi politique, c'est cette initiative, mais en fait, le défi économique va rester et l'économie va chercher de la main-d'œuvre là où elle en trouvera. Donc, c'est ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à cette initiative. En tout cas, ça laisse beaucoup de suspense. Les gens, il y a d'autres même qui n'arrivent pas à dormir par rapport à cette initiative. Ils se disent, si ça passait, en tout cas, ça serait vraiment catastrophique pour nous. Je pense bien que Madame Johanna Ngapani, elle ne soutient pas cette initiative. Vous pouvez aussi se joindre à elle, comme ça, pour que vous puissiez dire non, soit oui, selon ce que vous allez entendre. Mais Madame Johanna Ngapani, est-ce que selon vous, la Suisse maîtrise-t-elle encore sa politique migratoire aujourd'hui? Oui, absolument. Alors, je le dis sans aucune gêne et même sans aucun doute, parce que la situation mondiale, elle est très compliquée. Il y a vraiment des crises dans beaucoup de parties du monde et il y a des crises surtout très proches de chez nous. Et on est dans une situation, on a des problèmes au niveau de certains demandeurs d'asile qui sont renvoyés, notamment parce qu'on n'a pas de convention avec les pays desquels ces personnes viennent. Donc on a des problèmes très ciblés sur lesquels on doit travailler pour garantir de pouvoir renvoyer les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour rester chez nous. Mais encore une fois, cette initiative, elle n'apporte pas la solution à ça. On a un problème en fait, et c'est peut-être ce qui amène à donner quand même une piste de solution, parce que je ne dis pas simplement non à une initiative, j'essaie quand même de travailler pour que mon pays, ça reste un pays dans lequel il fait bon vivre et dans lequel on a une qualité de vie. Mais en fait, cette initiative, elle ignore totalement le défi démographique avec le vieillissement de la population. Et si on devait fixer un seuil, c'est peut-être là qu'on devrait le fixer, en disant on accueille le nombre de personnes dont on a besoin pour rééquilibrer la société, pour passer cette période de boom où on a une augmentation massive des personnes à la retraite. Et donc, nous, on a besoin d'une augmentation d'actifs pour pouvoir avoir à la fin un équilibre. Et en fait, cette flexibilité, c'est ce que veut enlever l'UDC et les initiants. Et c'est ça qui pose problème parce qu'on ignore finalement des défis démographiques et des défis auxquels fait face la population et notre pays. Mais comme vous dites qu'il y a d'autres pays pour lesquels qui n'acceptent pas à accueillir les ressortissants, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces pays qui n'acceptent pas à accueillir les déboutés de leur pays qui viennent de la Suisse? Oui, il y a pas mal de pays à nommer, mais en fait, concrètement, la situation est qu'il y a des avions qui partent dans ces pays pour renvoyer des personnes et qui reviennent avec ces mêmes personnes à bord parce qu'ils ne les ont pas laissées descendre de l'avion. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Dans ces cas-là, qu'est-ce que en fait, ils reviennent et c'est des personnes qui restent dans une situation latente en attendant que la situation se débloque sur place. Et c'est pas du tout idéal. Dans ces cas-là, ils sont où? Et pour moi, qui suis libérale et qui suis du coup humaniste en premier lieu, je pense que c'est pas idéal pour la Suisse parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne vont pas rester chez nous, donc on ne peut pas vraiment les intégrer. Et puis c'est terrifiant pour la personne, enfin, c'est pas humain. Et en plus, elle se retrouve dans une situation où on est quand même dans un pays qui va très bien, la population va très bien, et on voit bien les différences entre quelqu'un qui vient d'un pays en crise et quelqu'un qui est dans un pays ou qui est né dans un pays où tout va bien. Donc ça, c'est clair qu'il y a encore des solutions à trouver, mais encore une fois, cette initiative ne résout absolument pas cette question. Au contraire, comme on aura encore plus de demandeurs d'asile, on aura encore plus de problèmes de ce genre. Mais les renvois aussi forcés, ça coûte aussi. Il faut mettre du budget aussi. Ça coûte aussi à la Confédération. C'est ça, il faut mettre de l'argent et tout ça, c'est beaucoup. Mais cette initiative ne propose pas de construire un mur, donc en fait les gens vont continuer de venir. et on devra continuer de renvoyer ceux qui ne remplissent pas les conditions. Donc encore une fois, je comprends la stratégie derrière cette initiative. Je comprends que le but, c'est de viser effectivement les étrangers et qu'à terme, quand il y aura plus de demandeurs d'asile, ça fait le pain plutôt des extrêmes, ce genre de choses. Mais encore une fois, pour moi qui aime mon pays, c'est très difficile à entendre et à avoir cette perspective. Mais parce que, en attendant aussi cette initiative, nous sommes au XXIe siècle où le monde est devenu un petit village planétaire.
Mais C'est joli. voir de telles initiatives, ça fait craindre aussi. Les gens se posent des questions, mais on est où là? Est-ce que là, nous sommes encore... c'est comme si la Suisse avait rétrogradé il y a, je peux dire, 100 ans en arrière. Et pourtant, les choses évoluent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui pensent comme ça? Bon, je pense qu'il suffit de regarder sur un autre continent pour comprendre que les choses elles peuvent effectivement changer très vite suivant les dirigeants. Et quand on regarde aux États-Unis, je pense qu'en termes de régression, on est aussi très proche du Moyen-Âge. Donc, c'est pas parce qu'un pays a progressé que c'est stable. C'est la raison pour laquelle c'est toujours important aussi de s'engager politiquement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée aussi au départ, parce que rien n'est acquis. Ni les libertés, ni l'indépendance, ni la force d'un pays. Tout ça, c'est pas acquis. Il faut tout le temps y travailler. Et même si je comprends bien, quand on nous regarde d'un autre pays, on a l'impression que la Suisse est un peu préservée, elle est un peu sous cloche. Mais en fait, nous, on vote 4 fois par année. On a tout le temps des initiatives comme celle-ci, peut-être moins pire parfois, mais c'est des initiatives qui vont parfois très loin. Et en fait, on prend tout le temps le risque de régresser un peu ou de progresser. Et en fait, c'est la démocratie. Heureusement, c'est nous qui choisissons, mais ça exige aussi un énorme engagement politique. Les initiateurs de cette initiative nous disent que les routes sont saturées, et les trains sont bombés. Est-ce que vous pensez que les infrastructures suisses sont-elles proches à cette saturation? La situation est très différente entre, par exemple, si on prend Genève ou si on prend le Jura. On a une région où il y a de moins en moins d'emplois, puis où les gens ont plutôt tendance à partir. Et ça ne rassure pas plus, hein, c'est pas attractif quand on vit dans une telle région, puis ça fait aussi peur quand on voit que les gens commencent à partir. Puis on a une région où les gens arrivent de plus en plus et c'est très difficile de trouver un logement, c'est très cher. Et ça, je le comprends. Encore une fois, cette initiative, elle ne répond absolument pas à cette préoccupation parce qu'elle ne propose... Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà des bouchons à Genève et on n'est pas à 10 millions d'habitants. Donc voilà, la situation est déjà critique aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai soutenu tous les projets d'investissement au niveau des autoroutes, au niveau du train. Et ça ne concerne pas que les infrastructures de transport, ça concerne aussi nos écoles, nos EMS, enfin toutes les infrastructures autour pour garantir cette qualité de vie. Et en fait, c'est avec ça qu'on doit agir. Alors peut-être ça paraît moins attractif, dit comme ça, mais simplement dit, aujourd'hui, à moins de 10 millions, on a déjà des bouchons. Donc c'est ailleurs qu'il faut véritablement agir. Est-ce que la pénurie des logements est liée à l'augmentation de la population, comme le disent les initiateurs de l'initiative? Ça dépend. Dans une région comme Genève, non, je ne pense pas. C'est beaucoup lié à l'aménagement du territoire. Je vous ai dit avant, j'ai été à l'exécutif d'une ville où on a une augmentation de 35% de la population. On a construit énormément, mais ça reste une ville dans la campagne. C'est au cœur de la Gruyère. Donc la Gruyère, c'est quand même un petit musée très, très préservé et très joli. Et je vous invite à y venir. Et en fait, tout autour, dès que vous sortez de la ville, vous avez vraiment la campagne. Et en ville, on a par contre énormément densifié, donc on construit plus haut et on arrive effectivement à héberger et à proposer des logements qui sont d'une part pas autant chers que dans d'autres régions et puis d'autre part très récents. Et ça, c'est peut-être aussi un des attraits de l'évolution démographique, c'est qu'on construit et c'est aussi une partie de l'économie. Et ça ne veut pas dire que c'est à l'encontre de ce qui se fait autour, typiquement de la production agricole. Je suis très engagée au niveau de l'agriculture. Je ne me permettrai pas de défendre ou de m'opposer à une telle initiative si elle sauvait l'agriculture suisse. C'est clairement pas le cas. On n'est pas en train de parler de la même chose. Donc il y a des solutions au niveau de l'aménagement du territoire et de la densification. Mais, Madame Johanna Ngapani, quel impact voyez-vous sur les loyers et les coûts de la vie en Suisse actuellement? Avec cette initiative ou sans cette initiative? Non, avec cette initiative. Alors avec cette initiative, aucun, parce qu'en fait, à 10 millions, on n'y est pas encore et il y a des régions qui sont déjà impayables, en tout cas pour des personnes comme moi ou des personnes de la classe moyenne. Donc c'est dire si on est déjà dans une situation qui est déjà critique. Et il y a déjà une responsabilité de la part des communes et des cantons de revoir leur aménagement du territoire, de densifier davantage, ça veut dire construire parfois des immeubles plus élevés, d'éviter aussi de construire partout et de faire ce qu'on appelle du mitage du territoire, ça veut dire construire au milieu d'un champ. Et ça, en fait, mon canton l'a fait, d'autres le font aussi. Et pour l'instant, on n'est pas dans une situation de pénurie du logement, quand bien même
on doit veiller effectivement à construire continuellement et aussi à moderniser les logements. Et c'est un avantage parce qu'on n'a pas des logements qui sont déserts ou qui sont à l'abandon. Vous avez dit tout à l'heure que cette initiative pourrait mettre en danger les relations bilatérales avec l'Union européenne. Oui. Quelles sont ces relations que cette initiative remettra en cause si seulement si elle passait? Ouais. Alors la volonté des initiants, c'est de remettre en question la libre circulation des personnes. En fait, c'est ce que les Schtroumpfs sont à Gargamel. La libre circulation des personnes, c'est à l'UDC vraiment, parce que les Schtroumpfs sont à Gargamel. Il faut pas libre circulation des personnes, ils veulent pas ça. Et pourtant, pour nous, c'est pas du tout de l'open bar parce qu'on est dans un contexte où on a besoin de cet échange d'informations. Peut-être qu'on parlera notamment de la sécurité, mais pour nous, c'est un point qui est central. Et on a pas seulement la libre circulation des personnes qui tomberaient, du coup, on a aussi les accords Schengen-Dublin. Donc, au niveau de l'immigration, ce serait très compliqué à gérer, voire impossible pour un petit pays comme le nôtre. Et puis, au niveau de la sécurité, je vous donne un exemple. En 2024, on a eu en Suisse 150 enfants qui ont été enlevés. La plupart du temps, c'est par des proches ou des parents, dans le cadre de divorce. Donc, 150 enfants. Sur ces 150 enfants, il y en a 90 qui sont sortis de la frontière. Donc, si vous voulez retrouver ces enfants, vous êtes obligé d'avoir une coordination policière avec les pays qui nous entourent. Et sans ça, on devient aveugle dès le moment où ils sortent de la frontière. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire des accords individuel avec chaque pays. Mais c'est extrêmement compliqué, ça prend énormément de temps et vous n'avez pas le même échange d'informations qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, dès le moment où il y a une annonce d'enlèvement, il y a déjà une coordination policière qui se met en place. Et ça permet, dans la plupart des cas, de retrouver les enfants. Mais ils disent que si cet open bar n'existait pas, ces enfants ne sortiraient pas des territoires suisses. Ils seraient appréhendés, ils seront plutôt appréhendés à la frontière. Mais vous dites le contraire. En fait, c'est très pratique. On peut mettre quelqu'un à la frontière, on ne peut pas contrôler toutes les voitures. C'est simple. C'est inadmissible de contrôler toutes les voitures qui passent. Pour les personnes qui vivent aux alentours, et nous on est dans un petit pays, donc autour des frontières, il y a des gens, il y a des habitations, il y a des villages. On ne va pas pouvoir imposer des kilomètres de bouchons parce qu'il y a un policier qui contrôle chaque voiture. Ça ne va pas être possible. C'est la raison pour laquelle en fait, on fait de l'échange d'informations et en fait, on fait du contrôle ciblé. Et c'est ce qui fonctionne, puisqu'on le voit dans la criminalité organisée, dans le trafic de stupéfiants, dans les vols. On a énormément de vols qui sont faits par des personnes qui habitent à l'extérieur des frontières. C'est tout un échange d'informations qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des contrôles ponctuels et qu'il y a un suivi et une coordination avec les autres pays. Sans ça, autant dire qu'on ne chercherait même pas à poursuivre quelqu'un qui a commis un délit en Suisse et qui sort de la frontière. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Suisses ont-elles aussi l'accès facile sur la propriété des jeunes Suisses? C'est très difficile. C'est très très difficile. C'est d'une part à cause du coût de la vie en Suisse, il est très élevé. On a des revenus qui sont élevés, c'est vrai, mais en fait, le coût de la propriété il est extrêmement élevé dans notre pays. Et mis à part si on a hérité, c'est quasi impossible de devenir propriétaire jeune. Donc, mais ce n'est pas en lien avec l'augmentation démographique, certainement. C'est une volonté de... Alors, c'est le coût de la vie qui est comme ça. Et on a une différence entre des personnes âgées qui ont beaucoup plus de revenus et de fortune que les personnes jeunes aujourd'hui. Cette initiative vise-t-elle aussi à protéger les terres agricoles? Pas du tout, sinon je ne m'opposerai pas. Parce qu'ils disent que, ils disent que mais parlons d'agriculture. Chaque mois, il y a toujours une portion de terre qui est bétonnée, il y a des maisons qui poussent comme des champignons et tout ça. Alors, et les terres agricoles qui deviennent maintenant habitables, tout ça, c'est pourquoi ils veulent mettre cette initiative pour protéger. Je pourrais vous parler des heures de l'agriculture suisse. On se retrouvera pour une autre interview. Je vais rester sur deux éléments principaux. Oui, vas-y. L'agriculture suisse, déjà, elle emploie aussi du personnel étranger. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre aussi. Les exploitations deviennent de plus en plus grandes. On a besoin de main-d'œuvre à certaines périodes de l'année et on a besoin d'une main-d'œuvre spécifique aussi qu'on ne trouve pas toujours en Suisse. Donc, si demain
on doit commencer à avoir des quotas de personnel qui vient de l'étranger, autant dire que l'agriculture ne sera pas servie en premier. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin pour la santé, on en aura besoin dans des domaines clés et l'agriculture ne sera pas servie en premier. Donc on va avoir une diminution de l'approvisionnement puisqu'on aura moins de main-d'œuvre, donc moins de production. Le deuxième élément par rapport au terrain, c'est extrêmement intéressant. S'il y a une réduction des terrains, c'est parce qu'il y a une réduction aussi des agriculteurs en Suisse. Et combien vous disent qu'ils sont fils ou filles d'agriculteurs et qui vendent le terrain et sont contents de le vendre pour le faire passer en zone à construire parce que ça vaut beaucoup plus cher. Donc la préservation... Ça vaut des fortunes. Bien sûr, entre un terrain agricole qui vaut 4 à 7 francs le mètre carré et puis un terrain à bâtir qui vaut 300 à 600 francs le mètre carré, ça fait autre chose. Hein. C'est une rentrée. Alors, c'est tout à fait différent. Ce qui est nécessaire maintenant dans l'agriculture, c'est d'encourager les jeunes à reprendre les exploitations agricoles, de continuer le travail d'agriculteur et de permettre à l'agriculteur de produire comme on doit produire aujourd'hui. Et ça, je me bats tous les jours pour, parce que j'y crois vraiment, et je pense qu'on produit très bien en Suisse. Je vous invite d'ailleurs à goûter nos produits. Oui, je l'ai toujours goûté de temps en temps. Mais ils disent aussi via cette initiative que c'est une initiative qui va protéger l'environnement. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Quand on parle de durabilité, on parle d'équilibre. On a besoin de différents piliers. On a notamment besoin d'un équilibre sociétal, économique et bien sûr environnemental. Et là, cette initiative, en fait, elle s'attaque à 2 éléments clés. L'économie, en l'occurrence, parce qu'on ne peut pas avoir une économie qui fonctionne avec une pénurie de main-d'œuvre. En fait, il faut des gens pour faire tourner une économie. Et si on n'a pas des gens, l'économie ne tourne pas et régresse. Et socialement, si on a typiquement toute une génération de personnes à la retraite qui ne trouvent pas les soins en Suisse et qui doit aller se faire soigner à l'étranger ou qui doit aller dans des EMS étrangers, en fait, on s'assied sur 2 piliers fondamentaux de la durabilité qui sont l'économie et le social. Et pour l'environnement, je laisserai les Verts répondre, mais comme ils sont fondamentalement opposés à cette initiative, tout me laisse penser que ce n'est pas non plus en faveur de l'environnement. La densification des villes est-elle une solution suffisante? Ça dépend des régions. Dans la plupart des régions, ça l'est. En tout cas, dans notre région en particulier, densifier la ville, c'est vraiment quelque chose qui est déjà pertinent. Et puis, il y a un autre élément qui est important pour nous, c'est d'avoir un bon ratio entre les places de travail créées et les personnes qui arrivent chez nous. Et tant qu'on a ce ratio qui est équilibré, ça nous permet d'une part de savoir que les personnes qui viennent et qui arrivent, eh bien, c'est des personnes qui travaillent, qui sont actives, qui permettent aussi au pays de fonctionner. Et puis, d'autre part, c'est évidemment des rentrées fiscales aussi qui nous permettent d'adapter les infrastructures et d'adapter nos contrées à une augmentation démographique. Mais les initiateurs, Madame Joanna Gapani, disent souvent que la Suisse est en train de perdre petit à petit et progressivement son identité et son équilibre. Raison pour laquelle ils ont initié cette initiative. Que pensez-vous par rapport à cette pensée? Alors, je ne connais pas leur rêve, mais c'est d'accueillir 190 000 demandeurs d'asile dès le moment où on met fin à l'accord de libre circulation et aux accords avec l'Union européenne et de renoncer à toute la main-d'œuvre et donc aux entreprises qui aujourd'hui créent des places de travail aussi pour les Suisses. Si c'est ça, leur rêve, eh bien, peut-être que c'est ça, mais ce n'est pas ma Suisse à moi. C'est ni ma Suisse à moi, ni la Suisse que nos ancêtres ont créée. Et ça m'interroge toujours un petit peu quand un parti dit aimer son pays et propose de telles idées qui sont quand même un peu suicidaires. Les écoles, les hôpitaux, parce que vous faites partie aussi dans la commission, une très grande commission sociale et tout ça. Est-ce que, selon votre idée, les écoles et les hôpitaux subissent-ils déjà une surcharge en Suisse, comme on l'a dit? Alors, en temps normal, non. On fait face parfois à certaines crises, notamment la pandémie du coronavirus, où c'est plus compliqué. Mais on l'a vu que c'était plus compliqué pour d'autres pays aussi. Mais je vous donne un exemple très simple. En fait, vous avez des urgences qui sont souvent surchargées, c'est vrai, dans certaines villes. Et les initiants, en fait, arrivent dans ces urgences et ont l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Alors, eux, ce qu'ils vous proposent, c'est de renvoyer 4 médecins sur 10. Vous allez dire quand même qu'il y a un problème. En fait, dans notre pays, on a 4 médecins sur 10 qui ont un diplôme étranger et on a 30% de la main-d'œuvre en moyenne. Dans mon canton, typiquement, c'est 50% de la main-d'œuvre qui travaille dans les soins qui est d'origine étrangère. Donc, en fait,
non seulement ce n'est pas les seules personnes, et on a des chiffres qui démontrent qu'en fait le vieillissement de la population engendre une augmentation des soins et engendre d'autres exigences. Donc ce n'est pas les étrangers seuls qui surchargent les établissements de soins, mais en plus ils y travaillent. Donc ils permettent de répondre à ce besoin en soins de la population. Donc, ils surchargent comment? Donc c'est plus eux qui résident là-bas ou bien comment? Pardon? Donc, parce que vous avez dit que c'est plus les étrangers qui surchargent les AMS. Donc, non, pas du tout. Alors, les initiants prétendent qu'ils surchargent les établissements de soins. Ils font partie des gens, ils vivent chez nous, donc ils font partie des gens qui y vont. Mais non seulement ils ne les surchargent pas, mais en plus ils y travaillent aussi. Donc en fait, on a un équilibre qui est créé ici. Et il y a... Alors, c'est toujours un exemple un peu particulier, mais je ne pense pas qu'on va par plaisir à l'hôpital. Donc voilà, si quelqu'un va à l'hôpital, c'est sans doute parce qu'il y a un besoin. Voilà. Et il doit se faire soigner. Et le fait que les personnes qui ont un emploi ici, en général, résident chez nous, ça dénote aussi qu'il n'y a pas non plus une volonté d'abuser. Il y a parfois cette critique qui est faite vis-à-vis des demandeurs d'asile en disant oui, mais ces gens ils viennent se faire soigner chez nous puis après ils repartent parce que chez nous l'assurance elle est gratuite pour eux et donc c'est la population qui doit payer pour eux. Mais pas forcément, même partout en Europe l'assurance est comme ça. Si vous allez en France et un peu partout, c'est toujours comme ça. L'assurance pour un demandeur d'asile, c'est l'État qui paye pour. C'est l'État qui paye, voilà. Exactement. Mais du coup, la population, ça l'énerve, et je le comprends parce que les assurances sont très chères chez nous. Et du coup, ça énerve des fois de dire ah, mais il y a des gens qui viennent juste se faire soigner chez nous et qui repartent. Mais encore une fois, cette initiative, elle ne résout pas cette question parce qu'elle ne parle pas des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, on va devoir toujours les accueillir et on va devoir toujours traiter leurs demandes. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à certains économistes qui disent, qui voient un risque de ralentissement économique? Avec cette initiative? Oui, avec cette initiative. Est-ce que ça vous inquiète aussi? Bon, ça serait une conséquence évidente, oui, parce qu'en fait, l'Europe, elle n'est pas seulement... On n'a pas seulement une relation politique avec l'Europe, on a une relation économique. Et c'est dans ce sens, souvent, il y a des gens qui viennent dire oui, mais la France va pas bien, l'Allemagne va pas bien. Enfin, il y a pas mal de pays d'Europe qui sont endettés, ils vont moins bien que nous. Et des fois, ils ont l'impression que parce qu'on collabore avec des pays, alors on a évidemment le même fonctionnement politique. Et là, je crois que c'est important de dire, mais en fait, il y a des entreprises en France qui vont très bien, il y a des entreprises en Allemagne qui vont très bien, et on a des partenariats commerciaux avec ces pays-là. Pourquoi? Parce que d'un point de vue culturel, on est très proche. On est beaucoup plus proche de ces pays-là que de l'Asie, par exemple. C'est beaucoup plus difficile pour nous de faire un partenariat avec une entreprise chinoise qu'avec une entreprise française ou une entreprise allemande. On a une culture qui est plus proche. Voilà, exactement. Alors en termes politiques, on est souvent différents. Mais en termes économiques, en fait, il y a une proximité qui est évidente. Et donc, oui, si on doit se passer de ces partenariats, oui, ça exigera plus d'efforts, plus de temps et sans doute des délocalisations de certains groupes. Est-ce que cette initiative est-elle compatible avec des besoins futurs liés au vieillissement de la population suisse? Ça dépend. Du point de vue des initiants, j'imagine que oui, eux, ils n'ont pas de problème à se dire que des personnes âgées devront aller dans un EMS en Tunisie ou ailleurs. Parce que simplement, on n'aura pas suffisamment d'EMS. Je vous donne un chiffre. J'étais dans un EMS il y a quelques semaines dans le canton de Vaud. Il y a 80% de la main-d'œuvre qui travaille dans cet EMS qui a un diplôme étranger. Donc, autant dire que si demain, cet EMS ne peut plus avoir cette main-d'œuvre, il ferme. Voilà. Et déjà, aujourd'hui, il y a des listes d'attente dans ces EMS. Et déjà, aujourd'hui, en fait, on a du mal à répondre à la demande de la population vieillissante pour trouver des places dans les EMS. Et du coup, en fait, je ne vois pas comment on peut faire à terme, parce qu'autant on dit, mais en fait, il y a certaines entreprises qui vont délocaliser, mais il y a certaines prestations qui ne sont pas délocalisables. Ou alors, vous devez dire aux gens d'aller se faire soigner ailleurs. Et moi, ce n'est pas ma vision. Ce n'est pas ma vision ni du monde, ni de notre société. Mais voilà. Mais des fois, eux aussi disent qu'il y a certains qui vivent aussi en Suisse, qui payent les impôts en Suisse, qui habitent la Suisse, mais qui n'arrivent pas aussi à trouver des emplois. C'est plus ceux-là qui ont des diplômes étrangers, qui travaillent, mais ceux qui habitent en Suisse, ils n'ont pas de boulot. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? On a le taux de chômage le plus bas d'Europe, donc on a un taux de chômage qui est extrêmement bas. Mais c'est vrai qu'on a ces dernières années notamment, on sent en fait la pression économique ces dernières années. On a eu une augmentation des faillites des entreprises, donc on a une augmentation du chômage aussi.
Et on a l'intelligence artificielle aussi qui arrive. Et clairement, pour nous, c'est un énorme défi. À savoir, est-ce que c'est la population étrangère qui prend les places de travail? En fait, non, parce qu'on a un système qui est basé sur le principe de la préférence nationale. Donc, à partir du moment où un employeur veut engager quelqu'un, il doit d'abord demander à l'office régional de placement s'il y a quelqu'un qui est au chômage qui répond aux conditions pour remplir ce job. Et s'il n'y a personne seulement, il peut engager quelqu'un à l'étranger, mais ce n'est pas la seule condition. Après, il doit encore soumettre le salaire qu'il paye à une commission paritaire. Et si la commission estime que c'est de la sous-enchère salariale, par exemple, eh bien cet engagement est refusé. Donc pour un employeur, il y a beaucoup de conditions auxquelles il faut répondre avant de pouvoir engager quelqu'un à l'étranger. Et il y a vraiment un principe de préférence nationale qui s'applique. Donc s'il y a des personnes au chômage, ça signifie que ce n'est pas les personnes qui auraient pu remplir les postes qui sont aujourd'hui occupés par des étrangers. Madame Johanna Ngapani, nous sommes en train d'aller gentiment à la fin de notre interview, mais on pose quelques petites dernières questions. Est-ce qu'aujourd'hui, si seulement si que cette initiative arrivait à être acceptée, quelles sont les mesures concrètes faudrait-il prendre contre cette initiative? Alors, je laisse les initiants trouver les solutions. non, je rigole. C'est définitivement très difficile pour moi qui me bats contre cette initiative à imaginer la Suisse avec cette initiative, mais concrètement, ça serait une dénonciation des accords de libre circulation des personnes et tous les accords qui vont avec. Donc ça veut dire aussi l'accord sur la recherche, l'accord Erasmus pour les étudiants, les accords sur la sécurité, les accords sur les demandeurs d'asile. Donc on a toute une série d'accords auxquels la Suisse met fin et on devra trouver clairement des solutions au niveau interne pour compenser les places de travail qui sont laissées vacantes par toutes les personnes qui partent à la retraite ces prochaines années. Donc, très simplement dit, ce serait une Suisse qui va un peu moins bien qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez avoir un peu l'idée, combien d'années faudrait-il pour observer les effets de cette initiative s'il arrive à passer? En fait, ça sera très rapide, parce qu'on est déjà très proche des 10 millions. Et déjà à 9,5 millions, on doit prendre des mesures. Donc autant dire que c'est d'ici quelques années qu'on devra déjà dénoncer les accords de libre circulation. Et pour nous, ça va être très compliqué à mettre en œuvre en même temps un plan pour augmenter l'employabilité en Suisse et puis pour employer davantage les personnes qui vivent en Suisse. Ça veut dire éventuellement travailler plus longtemps, partir à la retraite plus tard, parce que ce sera très difficile de financer les rentes, et puis former des gens pour soit de la formation continue, soit de la formation initiale, pour pouvoir occuper des postes qui sont aujourd'hui occupés par des personnes qui viennent de l'étranger. Vos opposants parlent d'un projet de fermeture. Est-ce une caricature, selon vous? Oui, non, c'est un projet de fermeture. C'est pas seulement un projet de fermeture, on se met sous cloche, on garde tous nos problèmes pour nous et on les amplifie. Parce qu'en termes de sécurité, ce sera très difficile d'être aveugle. On n'a plus de collaboration avec les pays qui nous entourent, donc on devient aveugle. En termes de sécurité, c'est très compliqué, d'autant plus avec les cyberattaques et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On a très clairement besoin d'avoir une collaboration internationale, pas seulement européenne, mais aussi au niveau mondial. Au niveau de la santé, ce sera très compliqué. On prend rien que la pandémie, on a eu besoin d'une coordination internationale pour voir d'où ça venait, pour essayer. On a même des gens qui sont venus se faire soigner chez nous. On avait des échanges au niveau des chercheurs, au niveau des vaccins. On a eu besoin de cette collaboration internationale pour lutter contre la pandémie et garder les gens en vie. Au niveau des demandeurs d'asile, c'est clair que ça va être plus compliqué, on devra les gérer tout seul, ça sera beaucoup plus compliqué. Et au niveau de l'emploi, clairement aussi. Donc en fait, on ne fait que mettre la Suisse sous cloche et amplifier les problèmes qu'on a déjà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs, de notre émission avec Madame Johanna Ngapani, elle qui est conseillère des États, qui nous a reçus. Là, nous sommes au Palais fédéral, c'est là où on a eu quand même l'honneur d'être reçus par elle. Un dernier message pour tous les téléspectateurs qui t'ont suivi, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette initiative? Le vote, c'est le 14 juin. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Un dernier message pour tous ceux qui vont vous suivre à travers nos canaux, qui vont vous suivre sur la chaîne de référence Antenne A, sur Canal+, sur TikTok, sur YouTube, un peu partout, sur Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message?
On est une génération qui est très chanceuse, on vit dans une démocratie et c'est encore les gens qui font la différence. Alors parlez-en autour de vous et moi je suis convaincue que l'expérience humaine aussi elle amènera à prendre une bonne décision et même si ce sera sans doute serré, moi j'y crois encore. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A. Vous étiez très nombreux pour suivre cette grande émission présentée par votre humble serviteur que je suis, William Tshisekedi. On a réussi, comme je venais de dire, Madame Johanna Ngapani, conseillère des États, qui nous a réussi aujourd'hui au Palais fédéral. C'était vraiment un énorme plaisir d'être là avec toute mon équipe. Merci à toi, Demak IVP. Merci à toi, comme ça, Tong. Merci aussi à toi, Charlotte Fossati. Et merci à toi, Rinoël Boutavokia. Merci, vous étiez tellement nombreux, je ne saurais pas citer tout le monde, mais je vous dis un grand merci pour votre fidélité à cette grande émission. Continuez à nous faire vraiment confiance. Moi, votre humble serviteur, je vous retrouverai prochainement avec d'autres invités, mais jusqu'à présent, restez toujours branchés sur la chaîne de référence Antenne A et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.